Bonjour chers élèves, je me nomme Julius Kwame, je suis professeur de SVT. Nous retrouvons encore une fois pour une nouvelle séance dans le programme de 3e. Et nous allons poursuivre la leçon sur laquelle nous étions, que nous avons traitée en première partie. Et cette leçon est comment les sols se différencient-ils. Dans la première partie, nous avons vérifié si les sols se différenciaient par leurs propriétés physiques. Et nous avons vu que les sols, effectivement, possèdent plusieurs propriétés physiques, dont la perméabilité, la porosité, la capacité de rétention en eau et la capacité en air. Aujourd'hui, nous allons vérifier la deuxième hypothèse intitulée « Les sols se différencient-ils par leur qualité ?» Cette hypothèse sera vérifiée en deux temps. Dans un premier temps, nous allons essayer de mettre en évidence les différents constituants des sols. Les expériences visent à montrer la présence de l'eau, de l'air, des sels minéraux, en l'occurrence chlorure, calcium, de l'humus et des micro-organismes dans le sol. Nous allons rechercher d'abord l'air. Simplement, nous prenons un échantillon de sol que nous plongeons dans un seau rempli d'eau et nous attendons. Le résultat indique des bulles d'air. Ensuite, pour la recherche de l'eau, nous prenons un échantillon de sol que nous mettons dans un tube à essai et nous chauffons. Le résultat indique des buées sur les parois du tube à essai. Ensuite, concernant les sels de chlorure, nous prenons un filtrat de solution de sol auquel nous ajoutons quelques gouttes de nitrate d'argent. Les résultats indiquent un précipité blanc qui noircit à la lumière. L'élément suivant, c'est les sels de calcium. Nous prenons du filtrat de solution de sol auquel nous ajoutons quelques gouttes d'oxalate d'ammonium. Le résultat indique précipité blanc. Au niveau des colloïdes humiques, nous prenons ici un mélange d'eau, de compost et de soude auquel nous ajoutons du chlorure de sodium. Résultat, des flocons. Enfin, nous allons rechercher des micro-organismes ou êtres vivants. Ici, nous allons procéder par une expérience appelée expérience de Berlez, qui consiste simplement à récupérer de la litière et puis, à partir de cette litière-là, nous réalisons l'expérience en éclairant par-dessus l'échantillon qui est suspendu sur un pot transparent, qui est enveloppé d'un cache noir, d'un aluminium généralement, et puis on attend. Pendant un certain temps, le pot qui est juste en bas va recueillir des éléments et le résultat indique des êtres vivants. Quelle analyse peut-on faire de ces résultats? En effet, nous constatons qu'un sol immergé laisse échapper des bulles d'air. Mais lorsqu'il est chauffé, il laisse apparaître des buées sur les parois du tube à essai. En présence d'oxalate d'ammonium, le filtrat de la solution de sol donne un précipité blanc, alors que, en présence de nitrate d'argent, le filtrat de la solution de sol donne un précipité blanc qui noircit à la lumière. En présence de chlorure de calcium, la solution d'humus donne des flocons. Entendez par flocons de petites masses qui vont se déposer au fond du tube à essai.
Enfin, l'observation d'une préparation de sol montre bien la présence de nombreux organismes vivants ou de nombreux êtres vivants. Quelle conclusion peut-on en tirer? Simplement que le sol contient de l'air, de l'eau, des sels minéraux, de l'humus, ainsi que des êtres vivants. Nous allons voir maintenant la deuxième partie dans la vérification de cette hypothèse. Alors, nous allons exploiter encore des résultats d'expérience. On étudie l'influence des sols sur le rendement des plantes. Sur deux sols A et B, dont les caractéristiques, propriétés physiques, chimiques et biologiques sont connues, on plante la même variété de maïs. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous. Alors, nous avons le tableau qui montre des caractéristiques de deux sols, de deux types de sols, sol A et sol B. Les résultats au niveau du rendement du sol A indiquent 19 300 kg par hectare. Au niveau du sol B, nous avons 79 600 kg par hectare. Qu'allons-nous faire de ces résultats? Nous allons les analyser. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Quand nous regardons bien les rendements des sols A et B, nous constatons bien que le rendement de maïs est plus élevé sur le sol B, qui a de meilleures caractéristiques que sur le sol A. Pourquoi? Parce que le sol B renferme tous les éléments permettant le développement normal d'une plante. Ainsi donc, le sol B est qualifié de sol fertile. Un sol fertile est un sol capable d'assurer le développement normal d'une plante. Il est perméable à l'eau, bien aéré, riche en humus et en sels minéraux, riche en micro-organismes. Le sol A, qui ne présente pas ces caractéristiques, est qualifié de sol infertile. Alors, nous pouvons tirer une conclusion pour dire simplement que les sols sont différents par leurs propriétés physiques, chimiques et biologiques. Ils n'ont donc pas la même fertilité. Pour conclure, au niveau de cette hypothèse, nous dirons que les sols se différencient par leur qualité. En conclusion générale, pour répondre aux problèmes posés, les sols se différencient par leurs propriétés physiques et par leur qualité. Nous allons faire une activité pour terminer complètement cette leçon. Le tableau que vous voyez présente des caractéristiques d'un sol et leur définition. Donc, sur un côté, vous avez les caractéristiques, porosité, perméabilité à l'eau, capacité de rétention en eau et puis fertilité d'un sol. L'autre côté du tableau, dans la deuxième colonne, vous avez les définitions. Relie chaque caractéristique de sol à sa définition en utilisant les chiffres et les lettres. Les mots et groupes de mots suivants sont relatifs aux propriétés physiques d'un sol et aux caractéristiques d'un sol fertile. Nous avons les différents mots: porosité, bonne perméabilité à l'eau, capacité de rétention en eau, richesse en micro-organismes, capacité en air, richesse en sels minéraux, perméabilité à l'eau, bonne aération, richesse en humus. Le tableau suivant, nous l'avons
La consigne est la suivante. Range les mots et groupes de mots dans le tableau que nous voyons. Nous allons corriger l'activité d'intégration. Pour l'exercice 1, je rappelle la consigne, relie chaque caractéristique du sol à sa définition en utilisant les chiffres et les lettres. Alors, rappelons-nous des caractéristiques dont nous avons parlé dans la première partie. La première caractéristique, c'est la porosité qui correspond au chiffre 1. La définition sera, donc en lisant les définitions, nous voyons que ça correspond à la définition qui porte la lettre A. Donc, la porosité, c'est l'ensemble des espaces libres présents dans un sol. Deuxième caractéristique, perméabilité à l'eau. Quand nous regardons les définitions, la perméabilité, la définition qui nous intéresse ici, porte la lettre D. Ainsi donc, c'est la capacité d'un sol à se laisser traverser par l'eau. Concernant la troisième caractéristique, la capacité de rétention en eau, quand nous regardons les définitions, ça sera la définition qui porte la lettre B. C'est la quantité d'eau qu'un sol est capable de retenir. Enfin, la fertilité d'un sol va correspondre à la définition qui porte la lettre numéro C. Un sol perméable à l'eau, bien aéré et riche en humus, en sels minéraux et en micro-organismes. C'est bien saisi. Nous passons maintenant à l'exercice 2. Nous devons ranger, donc je rappelle la consigne, nous devons ranger les mots et groupes de mots dans le tableau que nous avons à notre disposition. Donc, au niveau des propriétés physiques, quels sont les groupes de mots que nous pouvons ranger, toujours en se rappelant de la première hypothèse. Alors, dans cette partie, nous pouvons ranger la porosité, aussi la perméabilité à l'eau, la capacité en air, et puis, enfin, la capacité de rétention en eau. Au niveau des caractéristiques d'un sol fertile, nous avons le reste des mots qui sont bonne perméabilité à l'eau, richesse en micro-organismes, richesse en sels minéraux, bonne aération et richesse en humus. Alors, pour commencer cette leçon, nous allons vous lire une situation d'apprentissage à partir de laquelle nous allons tirer ou faire ressortir le titre de la leçon. Écoutez attentivement la situation que je vous lis maintenant. Situation d'apprentissage. Tu as vécu tout le temps à Abidjan. Les congés de Noël étant arrivés, tu décides d'aller les passer chez ton oncle à Boaké. En quittant Abidjan, tu aperçois des plantations d'EVA, de palmiers à huile, de cacaoyers. Puis, à l'approche de Boaké, tu aperçois des plantations d'igname, de coton. Impressionné, tu veux comprendre la diversité des cultures dans les régions traversées. Tu cherches
alors à identifier les types de sols en Côte d'Ivoire et à établir une relation entre le sol et les plantes qui y poussent. À partir de cette situation, dégagez le constat. Mais revenons un tant soit peu sur cette situation pour voir les éléments qui vont nous aider à dégager le constat. Nous voyons qu'il y a des régions qui sont traversées et il y a aussi que vous voyez des plantations. Mais on constate bien que les cultures sont différentes d'une région à l'autre. À partir de ce constat, posez le problème. Alors, le problème que nous pouvons poser, c'est comment les types de sols influencent-ils les cultures en Côte d'Ivoire? Alors, la nouvelle leçon a pour titre « Comment les types de sols influencent-ils les cultures en Côte d'Ivoire ?» Pour cette leçon, nous allons formuler des hypothèses en vue de résoudre le problème que nous avons posé. Alors, les hypothèses sont les suivantes, toujours en s'appuyant sur la situation. Peut-être que les sols sont différents d'une région à l'autre de la Côte d'Ivoire. Première hypothèse. Deuxième hypothèse que nous pouvons formuler, peut-être que les sols influencent le développement des plantes. Nous allons mettre la première hypothèse sous la forme interrogative en vue de sa vérification. Alors, qu'est-ce que ça donne? Les sols sont-ils différents d'une région à l'autre de la Côte d'Ivoire? Alors, en grand 1, cela va constituer la première partie de notre leçon. Alors, en grand 1, les sols sont-ils différents d'une région à l'autre de la Côte d'Ivoire? Pour vérifier cette hypothèse, quelle activité pouvons-nous mener? Nous pouvons faire une observation. Alors, en 1, observation. L'observation porte sur la carte pédologique de la Côte d'Ivoire. Alors, nous observons cette carte pédologique. Nous voyons avec une légende, nous avons cette carte qui nous est présentée avec une légende. Alors, quels résultats pouvons-nous ressortir de cette observation? Alors, en petit 2, résultats. Les sols observés sur la carte pédologique sont, on a les sols hydromorphes, les sols ferralitiques, les sols ferrugineux, les ferrisols, les sols à cuirasse et les sols bruns. Qu'allons-nous faire de ces résultats? Nous allons les analyser. Alors, en petit 3, analyse des résultats. La carte pédologique observée présente une répartition des différents types de sols comme suit. On a d'abord les sols hydromorphes qui sont situés au niveau du littoral dans la région sud, donc dans la région d'Abidjan. On a encore les sols ferralitiques qui sont situés au sud-est et à l'ouest. Les sols ferrugineux sont plutôt, eux, situés au centre et au nord. Les ferrisols, quant à eux, sont situés au centre et au centre-est. Les sols à cuirasse sont situés au nord et à l'est. Et enfin, les sols bruns sont situés au centre et à l'est. Une fois localisés, les différents sols que nous avons en Côte d'Ivoire, nous allons tirer une conclusion. Pour répondre à l'hypothèse qui a été formulée sous forme de question. Alors nous pouvons dire
que les sols sont différents d'une région à l'autre de la Côte d'Ivoire. Les trois principaux types de sols sont les sols ferralitiques, les sols ferrugineux et les sols hydromorphes. Chers élèves, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous pour la prochaine séance.